va le présenter, on va recueillir de votre part les avis. Ensuite, nous allons avoir une pause et à 10h30, nous allons procéder à la présentation de la plateforme de mise en ligne des cours et à des démonstrations. Effectivement, il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés ici avec à peu près 95 référents qui ont été choisis dans chaque école. C'est vous qui nous les avez recommandés et nous avions fait des séances d'activité portant sur la mise en ligne des cours. Nous allons vous présenter ce qui en est ressorti pour voir à quel niveau de faisabilité nous sommes pour cette mise en ligne des cours. Alors, le processus dans lequel on s'achemine va avoir des incidences sur lesquelles il faut absolument que nous tablons, que nous discutions sérieusement pour savoir quel va être l'engagement des uns et des autres par rapport à ça. C'est pourquoi nous avons proposé pour la fin de la rencontre une discussion débat sur des éléments clés sur lesquels nous allons revenir et vous les soumettre comme étant des sujets sur lesquels il faut s'engager pour pouvoir arriver à mettre en ligne ces enseignements et les rendre opérationnels auprès des apprenants. Voilà en 3 étapes ce que nous avons prévu pour cette matinée. Si ça vous agrée, alors on commence, mais si ça ne vous agrée pas, vous pouvez toujours faire des recommandations pour que nous améliorons cette proposition de déroulement. Vous avez la parole. A été adopté dans la stratégie de mise en ligne des enseignements à l'université de Lomé et qui a articulé l'aspect pédagogique en séquence présentielle, distancielle, présentielle, distancielle et présentielle. Donc, nous avons une première séquence qui va durer une semaine où chaque enseignant aura 4 heures de présentiel avec les apprenants qu'il accueille dans son unité d'enseignement. Et il est bien dit qu'à ce moment, on procède au lancement des enseignements en présentant et en discutant le syllabus avec les apprenants, en expliquant le dispositif aux apprenants, comment il fonctionne, en expliquant les consignes de travail aux apprenants, en expliquant les modalités et consignes d'échange aux étudiants et en échangeant sur les mots-clés qui vont être utilisés dans l'unité d'enseignement. Donc cette première séance de 4 heures va consister en cela. À partir du moment où nous avions fait cette séance, nous allons les renvoyer en distanciel pour 5 semaines. Et à partir de ces 5 semaines, lors de ces 5 semaines, ils auront à faire uniquement des activités qui seront liées à l'unité d'enseignement, telles que articulation à cours, évaluation DST, devoir sur table. Vous avez la possibilité à ce présentiel-là d'effectuer cette évaluation. Une fois que nous avions effectué cette séquence, nous les renvoyons encore en distanciel pour 4 semaines. Pour continuer les activités d'enseignement dans les activités d'apprentissage. Et à la fin de ces 4 semaines, ils reviennent, ce qui coïncide avec la 12e séance que nous avons dans notre architecture semestrielle. Et en ce moment-là, on fait la consolidation et les évaluations finales, c'est-à-dire qu'on fait le bilan avec les apprenants pour voir un peu quel a été le niveau des acquisitions, échanger sur les activités qui ont été effectuées, préparer l'évaluation finale et évaluer les enseignements. À ce moment-là, on procède à l'examen final. Donc voilà un peu ce que nous propose comme articulation le document de stratégie qui a été adopté pour passer au dispositif de mise en ligne des cours. Alors concrètement, pour schématiser, cela veut dire que vous allez voir que les 3 séquences qui sont en présentiel sont des lieux où on va échanger sur tout ce qui a tour
concerne l'appropriation des connaissances. Mais les semestres, ce qui est en couleur orange, ce sont des phases de transmission des connaissances et donc d'activités apprenantes. Et on insiste là-dessus, et on va le voir tout à l'heure. En fait, ici, il n'est pas question que l'enseignant effectue des activités de transmission. Il est plutôt question d'organiser une appropriation par l'activité, c'est-à-dire que c'est l'apprenant qui effectue des activités qui montrent qu'il s'approprie bien le sujet sur lequel vous l'avez pris dans votre unité d'enseignement. Donc c'est uniquement des activités d'enseignement. Maintenant, tout ce que vous utilisez généralement comme étant des contenus de votre cours doivent être des ressources que vous mettez à leur disposition et vous leur demandez de travailler sur ces ressources-là directement. Et donc ce que vous avez en retour, c'est le produit les transformations qui se produisent chez eux à travers ce que vous l'enseignez. Donc ce paradigme-là, il est très important. Si nous le comprenons bien, ça marche. Mais si nous ne le comprenons pas bien, il faut faire attention. On va se poser la question de savoir, mais nous, on est où? On travaille quand? Quand est-ce que nous sommes là? Non, vous êtes là pour accompagner parce que déjà, vous avez pris la précaution d'organiser votre enseignement de manière à ce que même seul l'apprenant puisse petit à petit s'approprier chaque niveau de connaissance que vous voulez lui transmettre. Voilà la démarche, voilà le nouveau paradigme. Donc, on ne va pas peut-être rentrer dans la discussion puisqu'on avait eu une première rencontre à propos de cette stratégie-là. Maintenant, il est question, au cours de cette demi-journée, de vous donner les moyens de comprendre qu'est-ce que c'est que mettre en ligne son enseignement, qu'est-ce que c'est que accompagner un apprenant à faire des activités d'apprentissage, qu'est-ce que c'est que évaluer ces apprentissages-là dans un schéma non pas de présentiel mais de distanciel. Pour que, en tant qu'autorité, vous puissiez, à l'intérieur de vos institutions, être à même de venir pour apporter les clarifications nécessaires aux enseignants et aux apprenants pour que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions. Si nous manquons votre chaînon, c'est tout le dispositif qui va dysfonctionner. Vous comprenez tout à l'heure l'inquiétude du vice-président. C'est parce que vous êtes stratégique dans la mise en œuvre de ce. Et on va voir tout à l'heure que, en fait, ce n'est pas un changement dans la façon d'enseigner, c'est plutôt un changement dans les outils qui nous permettent de transmettre les savoirs. Donc, ce que vous faites habituellement, c'est bon, sauf qu'on va essayer de vous donner les moyens de redécouvrir certains aspects sur lesquels vous n'insistez pas. Et on va essayer de vous montrer comment est-ce qu'à travers des outils simples, vous pouvez faire plus facilement ces activités et avoir un retour que vous-même vous constatez comme étant des retours de transformation chez l'apprenant. Parce qu'en définitive, c'est ça. Ce que nous recherchons, ce n'est pas évacuer nos travaux d'enseignement, c'est être sûr que les apprenants ont reçu ce que nous enseignons. Donc voilà un peu le paradigme qui est recherché. Pédagogique d'une unité d'enseignement en formation ouverte et à distance. Ici, le système que nous avons adopté, c'est un système hybride qui articule des activités en présentiel et des activités à distance. Jusqu'ici, nous avons privilégié les activités présentielles. Maintenant, nous essayons d'introduire à l'intérieur des phases de distanciel. Donc, nous allons vous présenter d'abord les particularités de ce type d'enseignement. Nous allons revenir sur l'acte pédagogique
il est formulé pour assurer l'apprentissage des étudiants. Nous allons voir comment est-ce que l'on dérive les objectifs, des finalités aux objectifs pédagogiques. Ensuite, nous allons parler des stratégies d'enseignement-apprentissage. Ce que nous appelons les activités d'enseignement, en quoi cela consiste. Ce que nous appelons les activités d'apprentissage, en quoi cela consiste. Et pour finir, nous allons vous montrer des modèles de syllabus que l'on doit construire en tant qu'enseignant pour son lieu. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on passe du syllabus à la scénarisation, qui est en fait un outil pédagogique qui vous permet de mettre en ligne votre cours. Donc, vous avez une idée de la maison que vous voulez construire. Vous allez demander qu'on fasse un plan. Et ce plan va servir à la construction, à la réalisation de votre maison. Voilà un peu la démarche. Et donc, on va revenir sur ces deux documents qui sont essentiels. Aucun enseignant, dans le dispositif que nous allons mettre en place là, ne peut pas ne pas avoir de syllabus, ne peut pas ne pas avoir de scénario pédagogique pour son lieu. S'il n'en a pas, c'est que ça, on considère qu'il ne fait pas son enseignement. Et donc, vous allez voir quelle va être votre part d'implication pour que l'on en arrive à ces niveaux-là. Alors, au sortir de cette rencontre, vous devez être capable de connaître les étapes dans l'élaboration du syllabus et de scénarisation d'unité d'enseignement en FOAD de façon spécifique. Vous pourrez identifier les différentes étapes d'un acte pédagogique, décrire les formules et les techniques pédagogiques appropriées, présenter un syllabus et un scénario pédagogique d'une UE. Donc, voilà un peu ce que nous vous permettrons de faire à l'issue de cette rencontre d'une demi-journée. Entrons tout droit dans la perception que l'on a des formations ouvertes et à distance. Ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. D'abord, commençons par ce qu'elles ne sont pas. Une formation ouverte à distance ne se fait pas uniquement à distance, non. Il y a des phases de regroupement, des phases de distanciel, des phases de regroupement, des phases de distanciel. Ensuite, ce sont des enseignements, ce ne sont pas, des enseignements comme nous le faisons en présentiel. Cela veut dire quoi? En présentiel, je rentre dans ma classe, je présente mon unité d'enseignement, je discute avec les apprenants. Nous commençons par faire un travail de transmission des connaissances sur la base d'explication et de dictée. Et si on comptabilise le temps que nous faisons avec les apprenants, 90% du travail est fait en termes de transmission et de prise de notes de dictée. C'est ce que nous faisons en classe. Les activités que les apprenants doivent faire, nous les renvoyons à la maison en leur donnant des exercices à faire, des choses à faire à la maison, et nous les attendons pour voir ce qu'ils en ont fait. Schématiquement, de façon caricaturale, c'est le modèle de présentiel que nous avons l'habitude de faire. Maintenant, ça se décline aussi en PP, en ce moment, ou en TD. En ce moment-là, on a en face des groupes plus restreints, on travaille sur des ressources qu'on met à leur disposition et où on fait des manipulations. Ça, c'est ce que nous faisons généralement en présentiel et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Je parle bien de façon caricaturale. Maintenant, le paradigme qui intervient, c'est que le temps que nous prenons pour expliquer, dicter, prendre des notes et qui nous épuise essentiellement, ce temps-là ne sera plus utile qu'à l'activité apprenante, c'est-à-dire que aux activités à faire par les apprenants. Cela veut dire que si j'ai 2 heures de cours,
Ça veut dire que dorénavant, les 2 heures là deviennent des 2 heures d'activité des apprenants. Puisque vous ne serez plus en face d'eux, vous n'aurez plus à dicter le cours, à donner des explications. On va vous montrer un peu comment est-ce que tous ces éléments-là vont être pris en compte dans la manière de faire pour que l'apprenant vous montre que ce que vous lui avez mis à disposition, les éléments que vous lui avez permis de lire, de comprendre, de visionner, etc., il peut faire les activités que vous lui demandez de faire. Un élément très important sur cet aspect et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que toutes les théories ont prouvé que si l'apprenant ne fait pas d'activité, il n'y a pas de transformation. Si les apprenants ne font pas d'activité, il n'y a pas de changement de comportement chez eux. Et donc, le paradigme ici, c'est de leur faire le maximum d'activité pour être sûr que ce qu'ils font reflète ce que nous souhaiterions qu'ils aient comme comportement à la fin de notre enseignement. Et malheureusement, on a tendance à croire que quand on a mis une ressource, un cours à la disposition des apprenants, ça veut dire tout simplement qu'on doit attendre à les évaluer. Non. Entre ce que vous lui fournissez comme ressource et ce qu'il va faire avant d'arriver à l'évaluation, c'est ça l'apprentissage. Et c'est ça qu'on organise sur la plateforme. Ça veut dire quoi? Essayer de voir son contenu en fonction de sa progression et de la nature des connaissances que la personne doit retenir. Et lui faire des activités qui montrent qu'effectivement il les a retenues, qu'il peut les manipuler, qu'il peut les réinvestir, etc. Et donc c'est ça l'enjeu. Si on arrive à comprendre qu'il appartient dorénavant à l'apprenant face à son ordinateur de réaliser les activités pour que moi je puisse avoir le retour qu'effectivement il a maîtrisé les notions, il a maîtrisé les définitions, il comprend et il peut traduire, il peut réutiliser les théorèmes, il peut faire telle activité, il peut rédiger, il peut, etc., etc. Ça veut dire que quelque part, il commence par avoir un comportement que j'attends. Donc, le dispositif permet cela. Alors, la formation ouverte à distance, ce n'est pas de la médiatisation. Les gens ont tendance à croire que ça tombe bien. Moi, je sais qu'avec tel module, tel outil, je peux faire de la visioconférence avec mes apprenants, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ce n'est pas un apprentissage. C'est tout simplement du présentiel médiatisé. Ça veut dire que tout simplement, au lieu d'être avec eux, vous utilisez un média pour servir d'intermédiation, c'est tout. Donc, ici, surtout évitons de dire que le processus de mise en ligne de cours est un processus de médiatisation. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a les médias qu'on le fait. Non. C'est parce que nous savons faire des activités d'enseignement-apprentissage en classe que nous utilisons des outils précis pour faciliter certains aspects de ce que nous faisons. Donc, l'outil n'est qu'un instrument, mais moi, en tant qu'enseignant, je dois porter la démarche et ce que l'on doit faire face à un apprenant. Donc, c'est ce que nous disons, ce ne sont pas aussi des échanges synchrones. Ce n'est pas parce que vous êtes présent en train de lui parler que vous produisez une transformation chez lui. Alors, qu'est-ce que les formations ouvertes et à distance sont? C'est en partie du présentiel et du distanciel. C'est aussi des apprentissages, c'est-à-dire qu'on efface ou on n'efface pas, on voit un peu les activités enseignantes pour mettre en exergue les activités d'apprentissage, c'est-à-dire ce que l'apprenant doit faire. C'est de la médiation et de la médiatisation parce que vous devez intervenir en tant qu'homme pour faire la médiation entre le savoir et l'apprenant. Mais en même temps, vous avez des outils qui vous permettent de faciliter votre action. C'est pourquoi on dit que vous êtes au cœur en tant que médiateur, mais vous avez aussi, vous utilisez
un dispositif médiatisé parce que vous avez des outils pour le faire. Et vous pouvez avoir des échanges synchrones et asynchrones. Dans le présentiel, ils sont là, nous sommes là. C'est synchrone. Ils parlent, nous parlons. Mais ici, vous avez la possibilité de mener une longue discussion du début de l'UE jusqu'à la fin pour échanger continuellement sur ce qu'ils font et ce qu'ils pourraient faire dans un cours. Donc, vous avez plus de possibilités avec ces outils-là. Alors, quelques rappels. Juste pour vous dire que lorsque l'enseignant en formation est face à la réalité professionnelle, on lui explique que cette démarche consiste à partir des fondements du cours. Pourquoi est-ce qu'on a choisi son cours? Pourquoi on n'a pas choisi un autre cours à sa place dans cette formation? C'est ça les fondements du cours. Ensuite, par rapport à ces enseignements qu'il va donner, il y a des objectifs à atteindre. C'est-à-dire qu'il doit produire des transformations de comportement chez l'apprenant. Ce n'est pas lui. C'est pas, attends, on le dit, les collègues très souvent. Moi, j'ai fini mon programme, oui, mais après, votre programme a servi à quoi? Quelle transformation vous avez pu produire chez l'apprenant? C'est ça qui est important. Ce n'est pas de finir son programme. C'est d'être sûr que l'apprenant a suivi les formations. Ensuite, nous avons beaucoup de ressources que nous utilisons. Ça correspond à former. Donc c'est ce processus-là qui est au cœur de la transformation digitale que nous voulons faire à l'université. Nous allons reprendre chaque élément pour que vous compreniez comment est-ce que nous évoluons sur la plateforme. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord la scénarisation? On nous dit que cela dans l'enseignement. Alors, le scénario pédagogique prend alors en compte d'abord la définition des objectifs opérationnels ou spécifiques. Est-ce que, à travers mon enseignement, je souhaiterais avoir comme résultat, en termes de comportement que l'apprenant doit avoir? Ensuite, le choix d'une stratégie d'enseignement en fonction de l'objectif que je me suis assigné. Quelle est la démarche que je vais avoir? Quelles sont les ressources que je dois collecter, utiliser pour atteindre les objectifs? L'organisation des activités d'enseignement-apprentissage et le choix d'une stratégie d'évaluation. Ici, pour contrôler les tâches qui sont liées aux acquisitions, on n'attend pas la fin pour faire une évaluation. L'évaluation doit être un contrôle de tâches dans la progression de l'apprenant. À chaque fois que vous faites une activité, il faut être certain que l'objectif que vous visez, vous êtes en train d'évoluer vers cet objectif-là. C'est pourquoi on va décliner les niveaux d'objectifs pour être sûr qu'on va réellement en direction de cet objectif-là. Alors, revenons à la première notion qui est le fondement du cours. On dit le fondement du cours, c'est sa raison d'être. Dans beaucoup de nos universités, le problème est ceci. Je suis spécialiste d'un domaine, j'ai fait une thèse, je viens, on m'appelle, on me dit, tu as un cours. Je prends mon cours, je commence par enseigner. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a choisi moi et mon unité d'enseignement pour intervenir dans ce cours? Cela suppose que je dois connaître d'abord quelle est l'intention au point de vue national et politique du type de citoyen qu'on va former. Il faut que je sois conscient de ça. Ensuite, il faut que je puisse voir quels sont les programmes qui sont déclinés pour la formation dans l'univers où je suis invité, et maintenant comprendre que la nécessité que j'ai d'assurer ce cours-là est liée au besoin de créer un profil dans chaque programme. Alors, la question est simple. Si je suis spécialiste d'un domaine qui n'est pas enseigné à l'université, est-ce que je peux enseigner? Oui, je peux enseigner parce qu'en ce
je n'enseigne plus ce sur quoi je suis spécialiste. Mais parce que j'ai des compétences qui sont liées, je peux assurer des enseignements qui sont liés à ces compétences qui déclinent de ma spécialité. Donc vous pouvez retrouver dans beaucoup d'universités des enseignants qui sont en pointe dans les laboratoires, qui ont des recherches très avancées, mais quand vous voyez, de par l'enseignement qu'ils assurent, cet enseignement est lié aux besoins de leur société. Or, chez nous, comme cela ne se passe pas ainsi, nos enseignements sont déclinés vers nos recherches, nos spécialités, et la société cherche autre chose à travers des programmes de formation. Et après, on se retrouve dans des situations où on ne sait plus si ce que nous enseignons sert à notre société. Donc cette question elle est fondamentale. Ce n'est pas à vous de le régler, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, après on a toute la thématique, adéquation, emploi, formation, ceci, cela, etc. Ce n'est que la composante d'un dysfonctionnement. Alors, le programme est pris comme une liste de matières à enseigner avec des instructions. Ce n'est pas vous qui faites le programme. Le programme est fait en tenant compte du profil de sortie que l'on veut avoir. Quels sont d'abord les besoins de la société? Quelles sont les compétences qu'il faut pour résoudre ces besoins-là? Et sur la base des compétences qu'on a déclinées, on va assurer une formation pour avoir ces compétences-là. C'est ce qu'on appelle des programmes. Le programme débouche toujours sur un profil. Le programme de formation des infirmiers, des assistants. En ce sens que dans certains pays, ça prend la forme curriculaire. Et donc, on parle des besoins de la société, on les analyse, on voit le marché, les tendances sur le long terme. On essaie de voir quels sont les profils qui peuvent être formés dans les universités, etc. Et c'est sur la base qu'on conçoit les différents programmes pour déboucher sur ces avancées-là. Donc, pour ceux qui veulent s'intéresser à la question des curricula, c'est le chemin indiqué pour cela. Alors, à l'intérieur du programme, on estime qu'il y a des compétences qui sont liées à des disciplines. Un médecin doit connaître, il doit savoir faire, il doit pouvoir faire. Donc, pour ce médecin-là, on a besoin de convoquer quelqu'un qui est spécialiste des mathématiques, de l'anatomie, de la biologie, de la physiologie, de la biochimie, etc., qui sont des matières. Et c'est sur la base là qu'on a agencé le programme. Maintenant, attention, ce n'est pas parce qu'un médecin a besoin de mathématiques que vous allez en faire un mathématicien. La question des ordres de formation, nous le réitérons à ce niveau parce que on a tendance à croire que c'est parce que nous avons été convoqués pour assurer l'enseignement, nous l'assurons totalement comme si c'était notre domaine d'enseignement. Non, le profil a besoin de certains éléments de notre discipline, même pas tout. Et il faut d'abord s'informer sur les besoins du profil avant de pouvoir faire votre unité d'enseignement pour que cela tienne. Sinon, vous allez avoir des offres où vous voulez former des biologistes. Finalement, c'est des géologues que vous avez. Vous voulez former des médecins. Finalement, c'est des mathématiciens qui sont plus, etc. Donc, il y a tout un travail d'architecture que l'on doit faire à ce niveau dans les offres pour que l'on tienne compte du profil que l'on recherche et qu'on arrive à ça. Donc, pour nous, l'unité d'enseignement, c'est le développement, l'enchaînement et la succession du contenu d'une matière dans le temps. Le cours est découpé en unités que l'on appelle leçons, séquences, séminaires, ateliers, modules, etc. Donc, quand on prend les mathématiques, ce n'est pas toutes les mathématiques qu'on fait au premier niveau, au semestre 1 de la faculté de X. Donc, c'est un aspect des mathématiques qui est enseigné au niveau premier semestre. Un autre aspect est enseigné au niveau, donc c'est les mathématiques déclinées dans le temps d'abord, et puis de par la nature même du besoin du profil. C'est ce qu'on appelle l'unité d'enseignement. Juste ici, c'est le moyen que l'on privilégie pour enseigner. Alors, les objectifs pédagogiques. Quand un enseignant est convoqué pour assurer un enseignement, il doit se poser 3 questions.
question, qu'est-ce que je veux enseigner? C'est-à-dire, quel comportement les apprenants devaient-ils être capables de manifester comme résultat de mon enseignement? Qu'est-ce qu'on demande? Je donne toujours cet exemple aux étudiants pour lire. Je dis, à la fin de votre cours, votre étudiant doit être né de nouveau. S'il n'est pas né de nouveau, ça veut dire que s'il est resté sur l'Ancien Testament, donc il y a un problème. Donc, posez-vous la question de savoir, à la fin, qu'est-ce qu'il va avoir comme acquisition? Quel comportement il doit pouvoir montrer? Deuxième question, comment savoir si j'enseigne effectivement ce que je dois enseigner? Si je veux des transformations, est-ce que ce que je fais là peut produire cette transformation-là? Troisième question, la méthode et les procédés que j'emploie sont-ils réellement appropriés aux objectifs fixés? Je ne peux pas dire que je fais un cours de natation et puis toute l'année je passe mon temps à parler de la natation, des nageurs, des piscines olympiques qu'on a trouvées, etc., etc. Le jour de l'évaluation, vous allez voir que devant le baignoire, votre enfant va se noyer parce qu'il n'a pas fait de la pratique. Il connaît la natation, mais il ne sait pas faire la natation. Donc, deux niveaux de comportement qui doivent être toujours en tête lorsqu'on enseigne. C'est pourquoi on va proposer une déclinaison de ces acquisitions-là sous la forme d'objectifs généraux et puis à l'intérieur des objectifs spécifiques. Et quand vous prenez l'ensemble de nos offres, vous allez voir qu'on a des acquisitions liées au savoir, ce qu'on appelle les aspects cognitifs, ce qui relève du mental. C'est les connaissances, c'est la compréhension, c'est l'application, c'est l'analyse,